Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Il y a 15 jours, vous découvriez le parcours de Nadia avant la Fenière. Dans cet épisode des Exceptionnels, Nadia nous raconte sa collaboration avec sa mère, Reine, ses débuts, parfois difficiles, avec la brigade en place au restaurant, mais aussi toutes les innovations, inventions, ajustements et essais qui lui ont permis de faire vivre son projet de cuisine libre, une cuisine sans gluten et sans lactose, positive, gourmande et inclusive. Je suis revenue chez mes parents, j'ai posé toutes mes affaires à la Fenière. Pour moi, la Fenière, c'est un lieu très très important aussi dans ma vie, hein. C'est mon ancrage, j'y ai vécu jeune. C'est à côté de Lourmarin, le village dans lequel je suis née. C'est à côté de Cadenet, un village agricole que je respecte beaucoup depuis mon enfance aussi. Je me suis dit, en fait, moi, c'est pas un restaurant et un hôtel que je veux faire. C'est un lieu de vie, de formation, de cuisine, de respect de l'environnement, voilà, qui lie agriculture, alimentation et santé et qui va être un projet qui permet de répondre à toutes ces problématiques liées à l'alimentation dans le monde. J'ai commencé en cuisine avec Reine, ma mère. C'était très difficile parce que je suis arrivée avec des équipes qui ne comprenaient pas ce que je voulais faire et qui me jugeaient énormément. Donc c'était assez triste pour moi. J'ai d'ailleurs dû faire partir certaines personnes, sinon c'était moi qui ne pouvais pas rester. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les choses se sont affinées. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'humain quand il se trouve dans une situation et que le temps qu'il met pour trouver sa place. J'ai fini par trouver la mienne. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à gravir les échelons. J'ai créé mon univers culinaire qui n'avait rien à voir avec celui de ma maman, ni avec celui de nombreux cuisiniers, puisque j'ai pas ces bases. Mais ma mère étant autodidacte, elle m'a dit, écoute, tu peux y arriver. Moi aussi, j'ai dû persévérer, passer du temps, essayer de comprendre ce que je voulais mettre dans une assiette, etc. Et puis, je pense que j'ai commencé par le pain dans l'entreprise. Je faisais du pain toute la journée pour le restaurant. Puis après, j'ai commencé à créer des plats dans la carte. Et puis, j'ai commencé à détourner des menus qu'elle avait créés. Et puis, voilà, tout a commencé comme ça. Et je suis quelqu'un de très acharné dans la vie. Donc, j'ai mis tout mon temps et mon énergie à créer mon univers. En 2018-2019, ma mère m'a dit écoute, maintenant tu peux prendre la cuisine toute seule du restaurant gastronomique parce que c'est ta propre expérience, que tu as envie de transmettre, que c'est ta propre vie et que c'est maintenant que tu peux y aller, quoi. Donc, je l'ai fait. Et puis, je le fais. Et les gens étaient plutôt contents, accueillants et les choses se sont bien passées. Mais la transition a mis 5 ans, la transmission entre ma mère et moi. Ouais. Donc, il y a une belle tranche de vie à ce moment-là où tous les projets se construisent. Moi, la question que je me pose, c'est comment tu as fait pour mener tout ça de front, en quelque sorte, puisqu'il y a une vision, mais parfois, entre cette vision qui comprend plein de briques différentes et la mise en œuvre, voilà, il y a du temps, évidemment, il y a du travail, mais comment on fait justement pour réussir à mettre en œuvre sa vision de façon finalement très rapide et très effective. Déjà, j'ai un atout qui peut être un défaut, mais qui pour moi est un atout parce que je l'accepte et que je l'investis complètement. Je suis hyperactive. Donc l'hyperactivité, si c'est pas canalisé, c'est vraiment insupportable. Quand c'est mis au service de quelque chose, ça devient vertueux. Donc disons que moi, mon hyperactivité est vertueuse. Ensuite, je ne cache pas que rien n'est si facile que ce qu'on voudrait, hein, mais j'ai un deuxième atout, c'est que de ma maladie est née la résilience. Et la résilience, c'est la chose qui, d'ailleurs, dans cette période actuelle, est quand même un atout majeur.
c'est de savoir qu'en fait, on peut considérer et reconsidérer les choses, qu'on peut toujours avoir de l'espoir et se relever, et qu'il faut être bâtisseur et constructeur d'un avenir meilleur et toujours remettre en question les choses pour les améliorer. Ne pas avoir peur de se confronter à ça. Et moi, ça a été mon quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis avec des équipes de cuisine, de gens qui sortent de je ne sais pas quelle brigade, et moi, je ne sais même pas faire je ne sais pas quoi. Eh bien, ce n'est pas grave, en fait. Je vais le faire à ma façon et je vais accepter et ça va le faire. Et au fur et à mesure du temps, je vais affiner parce qu'il n'y a pas de connaissances universelles, uniques sur les choses. Tout le monde a créé ses univers et il faut croire en ce caractère unique. Et moi, ça, c'est une des choses que j'ai pointé du doigt et sur lequel j'ai cru, en fait, pour pouvoir construire tout mon environnement. Ensuite, il a fallu s'entourer. Et s'entourer, ça veut dire qu'il faut avoir des relations saines, engagées, engageantes et avoir tout à coup des responsabilités importantes vis-à-vis des autres et évidemment vis-à-vis de ces entreprises. Et ça a été pour moi quelque chose de très naturel, en fait, parce que j'aime être avec les autres et que j'aime être chef d'orchestre. Et qu'en fait, mon travail à moi, c'est d'orchestrer mon concert, en fait. Et en ça, j'apprends tous les jours, mais je suis très, très fière d'être chef d'orchestre. Ouais. Alors, chef d'orchestre dans le domaine de la gastronomie, ça n'est pas rare de voir des femmes, mais il y a quand même plus d'hommes. Comment ça se vit? Et tout à l'heure, tu disais que pour l'équipe qui était déjà en place avec ta mère, avec Reine, ça n'a pas été évident. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a pesé dans la balance et ça a généré des perceptions ou alors des a priori de la part de ces personnes-là? Alors, pas du tout, parce que chez nous, je suis la 3e génération de femmes chefs en cuisine. Ça a commencé par ma grand-mère paternelle, ensuite ma mère et ensuite moi. On n'a jamais eu ce rapport-là avec des hommes, en fait, puisque ma mère ne les avait pas et que moi, je ne les ai absolument pas eus. Et je n'ai pas fait mes classes dans des lieux puisque je ne pouvais pas le faire. Donc, dans des établissements de restauration, donc je n'ai pas été confrontée à cette problématique. En revanche, j'ai une mère, par exemple, qui a tenu un restaurant gastronomique en travaillant 7 jours sur 7 et en ayant une famille avec ma grand-mère qui s'occupait de nous, et ça a fait des enfants très équilibrés avec un univers génial, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas d'enfant du tout et j'avais pas le souhait d'être maman. Donc, je n'ai pas cette case-là de dire j'ai ma famille le soir à aller aider, etc. J'ai pas du tout ça, en fait. Du coup, je pense que je n'ai pas peut-être ce rapport qui peut manquer. J'ai des nièces que j'adore et tout ça, mais je veux dire, j'ai pas ce rapport maternel au quotidien. Et du coup, je dirige peut-être mon entreprise comme un homme fort, en fait, qui prend des risques, qui prend des responsabilités, qui pousse la machine, qui est là tout le temps, en fait. Et du coup, je n'ai pas eu ce rapport à savoir si un homme ou une femme, les choses étaient différentes. J'ai pas été élevée vraiment comme ça non plus. Je vois une mère forte chez moi. Qui mène tout avec sa force, qui est incroyable. Ma mère Reine, elle est incroyable. Ma sœur, elle est incroyable aussi dans son mode de vie. Et moi, je pousse aussi la machine et on a une conviction qui est si forte qu'elle ne nous arrête pas. Et on ne se confronte pas au fait de se dire « Oh là là, je suis une femme, alors peut-être on va moins me croire ou peut-être que ça va être plus difficile parce qu'on doit gérer d'autres choses, le ménage, la maison, etc. » On n'a pas eu cette chose-là, j'ai pas été élevée comme ça. Oui, tu as eu des modèles familiaux forts qui ont défriché, en tout cas qui t'ont donné toute la confiance qui est nécessaire probablement pour lancer ce genre de projet. Oui, puis je dirais même que c'est le matriarcat méditerranéen, quoi. C'est la femme est forte, quoi. Elle est aussi forte, elle est devant. Hein. Moi, ma grand-mère, c'était la force de la nature. Elle menait les gens à la baguette. Mais voilà. On entend beaucoup revenir dans ce que tu dis, l'importance de la région sud.
Oui. dans ton amour du terroir, dans le fait de travailler dans un village dans lequel tu as grandi, dans ce modèle aussi familial et par exemple cette femme forte qui est plutôt voilà, la personnalité des femmes du Sud, du matriarcat du Sud, comme tu viens de le dire. Euh, Cette région Sud, est-ce que c'est important, enfin en quoi ça a été important d'entreprendre et de lancer ce projet en région Sud? Tout simplement, moi, je suis un enfant de la région Sud. Je suis un enfant d'ici et je suis vraiment très, très fière, d'être ici et de pouvoir vivre sur les terres, sur lesquelles je suis née parce qu'elles sont très inspirantes et pour faire des projets qui sont aussi forts, c'est vrai qu'il faut avoir des racines fortes et être bien, dans ses «baskets» entre guillemets, mais bien, ancré. Et c'est vrai que la région Sud, pour moi, c'était une terre d'inspiration qui peut d'ailleurs devenir un exemple, je trouve. Et dans mon métier et dans toutes mes entreprises, j'essaye de faire que ma région, qui me pousse d'ailleurs, qui m'accompagne aussi, soit une région exemplaire sur l'alimentation et d'y réfléchir avec des solutions pour montrer que, par exemple, je vais dire mon entreprise Commensal qui crée donc avec ses farines qui utilisent des riz de Camargue bio, de la châtaigne de Colobrières, du pois chiche qu'on fait avec le lycée agricole d'Avignon et de l'Île-sur-la-Sorgue. Tous ces produits qui vont en être issus vont être respectueux bien sûr de l'environnement, de la planète, du mangeur, et que peut-être qu'à l'autre bout de la planète, des gens seront autant inspirés de créer une entreprise qui, sur leur territoire, a du sens et permet d'utiliser notre réflexion, nos process et la fierté que l'on a de travailler avec les agriculteurs et la terre nourricière sur laquelle on se trouve. Et c'est là que je trouve que c'est génial et que pour moi, la région Sud sur laquelle je vis et que je porte dans mon cœur et que je véhicule de partout chaque fois que je parle de mes entreprises, en fait, est un vrai terreau fertile qui donne des idées et qui est inspirant. Et en tant que terre où entreprendre, parce que tu disais que tu étais vraiment accompagnée aussi par la région Sud, est-ce que entreprendre en région Sud, c'est un atout? En tout cas, sur l'alimentation, c'est extraordinaire, quoi. Franchement, on peut tout imaginer, réfléchir, créer des entreprises vertueuses qui sont respectueuses aussi et qui vont aller chercher sur les territoires des projets agricoles, de filières passionnants, voilà, et qui ne soient pas que de consommation, mais qui soient justement de réflexion, comment conduire le sens de l'alimentation. Aujourd'hui, D'abord, on a des infrastructures qui sont géniales d'accompagnement et qui sont vraiment d'accompagnement. Moi, je participe à l'OIR Naturalité. C'est un projet d'opération d'intérêt régional de la région Sud qui porte les entreprises liées à la naturalité sur l'alimentation et d'ailleurs sur d'autres choses. La naturalité, c'est cet exemple justement vertueux d'engagement sur la nature et l'environnement. Moi, je trouve que ce groupe de travail, depuis le départ de ma participation au pilotage, m'amène toujours des réflexions et des beaux liens. Et il y a des entreprises vertueuses avec lesquelles on peut travailler et sur lesquelles on peut trouver des synergies. Donc oui, je crois qu'on a une super région pour le faire. Ouais. Donc, s'il y a des femmes qui veulent entreprendre, et c'est vrai que ce qu'on entend plus chez les femmes que chez les hommes, c'est par exemple, soit je n'ai pas les compétences, soit j'ai pas le temps, soit j'ai trop de contraintes, soit je n'ai pas l'argent. Toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais d'abord de se révéler ce qu'ils aimeraient vraiment faire le plus au monde. Ça, c'est la première des choses. Et de tout faire pour y arriver. Au pire, ça marche, quoi. Donc, il faut y aller, hein, il faut se jeter. On dit toujours que l'entrepreneur, c'est celui qui se jette d'une falaise et qui crée un avion pour remonter. Donc, on va y arriver, en fait. Et d'abord, il faut avoir du courage. Deux, des réseaux, on peut en créer. Et quand on a envie de quelque chose, je peux vous dire que même si je m'appelais Nadia Samut, à l'époque, quand je me suis relevée de ma maladie et que je suis partie parler du sans gluten dans le monde, personne ne me connaissait et personne ne connaissait ma famille. Hein. Mais j'avais tellement décidé d'y arriver que j'ai même participé ici au ministère, à la DGCCRF, au copilotage de la rédaction des lois sur l'alimentation et la problématique des allergènes dans l'alimentation.
En fait, quand on veut arriver à quelque chose, je peux vous dire qu'il faut pousser les portes et on va y arriver. Donc, ce que je dirais aux femmes entrepreneurs, d'abord, il n'y a pas de problème entre être une femme ou un homme, parce qu'on peut complètement composer avec son environnement de vie et ses volontés. Derrière ça, il existe en plus des groupes de femmes entrepreneurs, des accélérateurs d'entreprises, des pépinières assez géniales avec des femmes et des hommes qui écoutent et qui permettent d'encadrer les projets et de les accompagner. Qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la vitesse et dans l'accélération maximum, mais on peut essayer à son niveau d'aller chercher ce qui fait le plus plaisir en créant son entreprise. Et puis derrière, ayez confiance, ça va le faire en fait, ça va marcher. Et cette notion de plaisir, de volonté, d'envie, qui transperce ce discours. En tout cas, merci beaucoup Nadia pour ce partage, pour ce parcours que tu nous as bien expliqué et qui est riche d'enseignements, je pense, pour celles et ceux qui aimeraient se lancer. Donc, un grand merci à toi. Merci à toi aussi, et vraiment si celles et ceux qui veulent se lancer et qui ont besoin de retour d'expérience, moi je suis là pour transmettre et pour donner du courage et de l'envie, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci Nadia pour cette participation au podcast Les Exceptionnels, et on sait qu'il y a de nombreux projets qui sont certainement en train de naître et plein de challenges que tu t'es d'ores et déjà fixés, donc pour tout ça on te souhaite bon courage. Merci. Et à bientôt Nadia. À bientôt, merci beaucoup. Si par son partage d'expérience, Nadia vous a enthousiasmé, épaté, inspiré, dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours avec un autre parcours et une autre voie de l'entrepreneuriat féminin en région Sud. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.